Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes candidat à la présidence des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'actualité, c'est d'abord le terrorisme et on va en parler puisqu'il y a eu une arrestation d'une dizaine de personnes dans le sud, à Paris, en Suisse. Je vais vous demander si vous pensez que c'est efficace, mais aussi, bien sûr, ces menaces contre Charlie Hebdo, ces menaces de mort sur les réseaux sociaux qui font que le parquet a ouvert une information et qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, a aujourd'hui souhaité des poursuites afin que des sanctions puissent être prononcées à l'encontre des auteurs de menaces. Et à l'instant, une avocate me disait, ça a valeur de demande au parquet de poursuivre des délits sur les réseaux sociaux. Et c'est nouveau, ça peut aller très loin. Donc, ça bouge. Ça bouge, mais que de temps faut-il pour que ça bouge ? D'abord, je le dis, je suis frappé par le courage des journalistes de Charlie Hebdo. Et c'est un courage qui force le respect. Et je pense qu'il faut bien qu'on comprenne ce qu'ils mènent. Je crois qu'il faut bien qu'on comprenne l'enfer qu'est devenu leur vie. Et au fond, la question n'est pas est-ce qu'on apprécie, est-ce qu'on aime ou non ce qu'ils font. Le sujet, c'est aujourd'hui la défense de la liberté d'expression. Un journaliste, quand il fait cela, est-ce qu'à l'arrivée en France, on accepte qu'il soit implicitement, tacitement menacé de mort ? Je pense aussi que ce combat, il faut qu'on le mène. Et au fond, c'est ce que j'ai apprécié dans cette une, pour défendre les musulmans modérés. Parce que qu'est-ce que cette une disait ? Elle disait aussi, on ne peut pas accepter que Tariq Ramadan devienne l'incarnation de l'islam ou des musulmans. Au fond, ce que cette une rappelait, avec la tonalité caustique du caricaturiste, c'est Tariq Ramadan ne doit pas devenir l'incarnation de l'islam en France et de l'islam en Europe. Et je le dis aussi, je pense qu'après l'histoire de Charlie Hebdo, après ce qu'ils ont vécu, après les attentats, le fait qu'il y ait à nouveau des menaces contre eux mériterait qu'il y ait une parole du président de la République. On est sur un sujet pour moi suffisamment grave, dans lequel c'est bien la liberté d'expression qui, après les drames qu'on a déjà connus, est à nouveau mise en cause et qui mérite qu'il y ait une parole présidentielle. Alors, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, il y a une parole d'Édouard Philippe, oui, qui a été forte, qui a été ovationnée et qui a été reconnue comme telle. Donc, ça ne vous suffit pas ? Je pense qu'on est sur un sujet où c'est vraiment la liberté d'expression dans son cœur. Personne ne peut oublier ce qui est arrivé à Charlie Hebdo. Personne ne doit aussi oublier que, au-delà des incantations sur on va poursuivre sur Twitter, la réalité c'est qu'aujourd'hui, les journalistes de Charlie Hebdo vivent l'enfer. Qu'est-ce que vous feriez ? Attendez, Laurent Wauquiez, qu'est-ce que vous feriez concrètement ? Vous seriez au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce qui serait différent ? Bon, je suis absolument pas là, Madame Routel-Krief, pour entretenir la moindre polémique, évidemment, sur ce sujet. La seule question que je dis, c'est que sur un sujet aussi grave, il est bon qu'il y ait une parole du président de la République pour rappeler clairement que quand la liberté d'expression est en cause, la France ne recule pas. Pour dire clairement que quand, à nouveau, on assiste à la même dramaturgie, c'est-à-dire que des journalistes sont inquiétés pour leur liberté d'expression, il faut que l'État, à tous ses niveaux, réagisse pour dire ça ne passera pas. C'est pas ce qui est fait, c'est pas suffisant, et c'est pas ce qui est fait, qu'est-ce que vous feriez ? Juste ce que je considère, c'est qu'on est sur un sujet d'unité nationale, on est sur un sujet où la liberté d'expression est en cause. J'attends une parole du président de la République. Ça fait une semaine, je pense qu'il est bon que le président s'exprime. Laurent Wauquiez, sur la question du terrorisme, je l'évoquais, un réseau, apparemment une dizaine de personnes a été interpellé. Pardonnez-moi, Madame Routel-Krief, je voudrais réagir sur un point, qui n'est pas celui de Charlie Hebdo, mais qui est celui de Tariq Ramadan. Est-ce que vous vous rendez compte, au fond, et je regardais vos images, qu'il aura fallu attendre qu'il y ait ces accusations de viol contre Tariq Ramadan pour qu'il tombe. C'est-à-dire qu'on a laissé cet individu proférer des discours de haine. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il avait aussi le droit à la liberté d'expression. Oui, mais ce que je considère, c'est que la liberté d'expression, à un moment, doit s'arrêter quand on est face à l'incitation à la haine et à l'intégrisme le plus brutal. Je n'oublie pas que lors de certains débats, il a quasiment fait l'apologie de la lapidation. C'était avec Nicolas Sarkozy. Et je crois que tout le monde doit se souvenir de cela. Au fond, on a laissé un tel individu se balader, se promener, être professeur dans des universités sur l'ensemble des pays européens et qu'il aura fallu attendre. Mais Laurent Wauquiez, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez transformer notre régime démocratique ? De quelle façon ? C'était pour le moment des paroles. C'était pour le moment sa liberté d'expression. C'est que je trouve qu'on accepte au nom de la liberté d'expression beaucoup trop de démissions. Alors qu'est-ce que vous voulez faire ? On va prendre Quelle est votre proposition ? On va prendre un exemple qui est très opérationnel et qui est un débat structurant qu'on a aujourd'hui. Dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence, il était possible de fermer des mosquées
qui incitaient à la haine. Dans le cadre de la nouvelle loi adoptée par le gouvernement, il n'est plus possible. Et maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est quand une mosquée explicitement incite à commettre des attentats. Eh bien, je pense que ça, on va trop loin. Non, ça c'est une interprétation parce que on ferme une mosquée quand il y a aussi une idéologie qui est transmise à travers les prêches. C'est ce que dit aujourd'hui la loi. Non, la loi est très claire. La loi de l'état d'urgence permet de fermer une mosquée qui incite à la haine et à la violence. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi adoptée par le gouvernement, on a baissé le niveau de protection des Français. Et ce que je voudrais surtout qu'on comprenne, oui, la nouvelle loi, elle rajoute les théories et les idées à ce qui était déjà l'incitation à la haine. Donc ça va plus loin. Non. Ça va plus loin. Ah non, Madame Routel-Krief, et toutes les interprétations sont d'une limpidité totale. Une mosquée qui se contente de faire uniquement l'incitation à la haine et à la violence ne peut plus être fermée. Et là, il y aura les théories et les idéologies. Mais je voudrais juste aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. Je pense que cette bataille, on doit aussi la mener au nom des musulmans modérés de notre pays. Je pense qu'on doit aussi la mener au nom des fils et des filles qui vivent dans les quartiers, qui sont des musulmans, qui croient à leur religion et qui sont les premiers à être les victimes de cette image de l'intégrisme qu'on a laissé s'installer en Europe et en France. Et j'ai été très frappé par ce témoignage au lendemain du procès Mera, de cette mère de famille qui a perdu son fils, qui était engagé dans la République française, qui était un musulman, qui a été tué. Et elle nous disait, vous vous aveuglez, vous ne menez pas le combat qu'il faut faire. Vous n'êtes pas suffisamment déterminé. Vous m'interrogez sur la liberté d'expression. Eh bien, pour moi, la première liberté d'expression, c'est de se battre contre l'intégrisme. Et ce combat-là, il doit être mené avec beaucoup plus de détermination que ce qu'on fait aujourd'hui. Vous considérez qu'il n'y a pas une prise de conscience suffisante et vous souhaiteriez prendre d'autres moyens concrètement ? Je vais prendre des sujets très précis. Vous m'interrogiez au début sur la question du terrorisme, avec le coup qui a été fait aujourd'hui de l'arrestation d'un certain nombre de réseaux terroristes. Donc vous voyez qu'il y a une efficacité aujourd'hui au service. Après, le risque zéro n'existe pas. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous auriez les mêmes questions. Ça a été le cas il y a quelques années. Non, Madame Routel-Krief, je ne suis pas d'accord avec ça. Et là, pour le coup, il y a une vraie différence d'approche. Ce gouvernement a choisi de sortir de la loi sur l'état d'urgence. En sortant de la loi sur l'état d'urgence, ils ont baissé le niveau de protection des Français. Et les arrestations qui sont faites aujourd'hui nous rappellent cruellement cette réalité. La lutte contre le terrorisme n'est pas gagnée, loin s'en faut. Qu'est-ce qui se passe ? Prenons là encore des exemples concrets, au fond, de nos aveuglements. Et du fait qu'à mon avis, ce gouvernement n'agit pas au niveau qui est attendu. Les djihadistes. On a aujourd'hui 130 djihadistes qui sont revenus de Syrie, qui sont sur le sol français, et qui sont en liberté. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je pense que c'est une folie de continuer comme cela. Et je revendique que des djihadistes aujourd'hui qui reviennent de Syrie, qui sont en France, soient arrêtés, qu'on ne prenne pas de risques. Deuxième exemple, on évoque cette loi sur la sûreté qui a été adoptée. Il y a toute une série de mesures qu'avant les forces de l'ordre avaient à leur disposition pour lutter contre l'intégrisme, pour lutter contre la préparation des attentats, et qu'aujourd'hui ils n'ont plus. Prenons là encore, moi j'aime bien que les choses soient concrètes. On pouvait faire une fouille de véhicule sans l'autorisation du conducteur. Maintenant on ne peut plus. Deuxième exemple. Vous avez vu qu'il y a aussi des gens qui reprochent à cette loi d'être liberticide. Vous m'interrogez sur ce qui est ma position. Oui. Je vous le dis très clairement. Pour vous, elle n'est pas suffisante. Ce gouvernement prend des risques. Et Madame Routel-Krief, l'aveu le plus terrible, c'est celui du ministre de l'Intérieur, qui a lui-même dit, s'il y a à nouveau des tueries en France, on reviendra à la loi sur l'état d'urgence. Sur BFM TV. Mais c'est un aveu incroyable. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il a dit aux Français, c'est que oui, je suis bien conscient que la nouvelle loi protège moins que la loi sur l'état d'urgence et que je vais attendre qu'il y ait à nouveau des massacres et des attentats pour revenir au niveau de protection. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je demande qu'il y ait le niveau de protection maximum. Qu'on ne prenne pas de risques avec les barbares que nous avons face à nous. Laurent Wauquiez, vous croyez que vous pouvez éviter le risque? Vous croyez que vous pouvez atteindre un risque zéro? Si vous parlez à tous les spécialistes du renseignement, mais Madame Routel-Krief, évidemment que non. Est-ce qu'à un seul moment je vous ai dit ça? La seule question que je dis, c'est que je veux qu'on aille le plus loin possible dans la protection des Français. Je veux qu'on sorte de l'angélisme. Je veux qu'on mesure qu'aujourd'hui en France, encore maintenant, après ce qui s'est passé avec les attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo, un journal qui sort une caricature est à nouveau menacé de mort.
Je veux qu'on comprenne que ce gouvernement va beaucoup trop loin dans la naïveté, que quand vous laissez 130 djihadistes en liberté sur le sol français, ça n'est pas raisonnable. Alors... Ce que je réclame, c'est qu'on ouvre les yeux et qu'on prenne enfin la mesure de cette lutte et de cette guerre qui est loin d'être gagnée. Laurent Wauquiez, vous êtes candidat à la présidence du Parti républicain le 10 décembre prochain. Vous ferez face à Florence Portelli, qui est maire de Taverny, à Maël de Calan, qui est conseiller départemental du Finistère. On vous dit favori. Pour vous, c'est une formalité, cette compétition ? Vous savez combien je fais de déplacements partout en France ? Plus de 80. Je suis le seul candidat à faire à ce point-là cet effort d'aller partout. Mais vous avez refusé un débat public, alors parce que vous dites ne créons pas de nouvelles cicatrices inutiles dans une famille. Je ne peux pas vous laisser dire ça. En tout cas, télévisé. Je ne peux pas vous télévisé. Merci de votre précision. Télévisé. Merci de votre précision. Oui, télévisé. Mais... Parce que, pardon, et je vais le dire très clairement, je suis pour un débat. Je suis même celui qui a proposé un débat. C'est Florence Portelli qui a proposé un débat télévisé. Mais la différence... Que nous vous proposons également, bien sûr. Mais la différence, et je comprends évidemment que sur ce sujet, vous ayez peut-être un léger parti pris. Pour le débat télévisé. Bah oui, c'est normal, pour c'est le votre débat job. Télévisé, oui. C'est votre job. Oui. Mais moi, j'ai une autre responsabilité. Ma responsabilité, c'est de veiller au rassemblement sur la durée de ma famille politique. Pourquoi est-ce que je me méfie de ce genre de débat ? Je vous le dis très simplement et très directement. Je connais le jeu. Je connais le jeu médiatique. Vous avez peur d'être égratigné ? Non, c'est pas du tout ça. Vous avez peur qu'on vous critique, quoi. Vous savez surtout ce dont j'ai peur ? J'ai peur que ce soit le jeu des petites phrases. Quand je viens sur votre plateau, croyez-moi, il vaut mieux que je sois prêt à être égratigné et critiqué. Si jamais j'avais peur d'être égratigné ou critiqué, ça ferait longtemps que j'aurais pris ma retraite. Surtout avec le niveau d'attaque que j'ai le plaisir d'avoir parfois. Donc, non, ça, croyez-moi, ça me fait pas peur. Par contre, qu'est-ce qui me fait peur ? C'est que je ne veux pas qu'on se livre à ce jeu des petites phrases. Je ne veux pas qu'on retombe dans ce piège des débats de la primaire, où, pour plaire, pour faire le buzz, on tape son voisin. À l'arrivée, moi j'ai une famille politique à redresser. Est-ce que c'est pas... J'ai une droite qui, je veux qu'elle puisse reprendre une parole face à Emmanuel Macron et incarner une alternative. Laurent Wauquiez, est-ce que c'est pas aussi... C'est ma responsabilité. Je comprends. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez peut-être une forme de double discours. Je veux dire que parfois, dans un certain nombre de meetings, de déclarations, vous avez un discours extrêmement dur, très droitier, que vos adversaires vous reprocheraient, et qu'en revanche, peut-être sur les plateaux ou dans d'autres situations, dans le fond, vous avez un discours qui peut être plus rassembleur. Et que c'est cette ambiguïté qui peut être relevée. Madame Routel-Krief, je ne peux pas vous laisser dire ça un seul instant. J'ai le même discours partout. Et c'est d'ailleurs ma marque de fabrique, et c'est sans doute pour cela que je suis à ce point-là attaqué. Dans mes meetings, je dis que je considère que les étrangers doivent s'adapter à la France. Et que ça n'est pas à la France de s'adapter aux étrangers. Et quand je dis cela, je défends le creuset républicain. Je le dis exactement avec la même netteté sur votre plateau. Quand je dis que je défends la France qui travaille, les classes moyennes, qui sont assommées aujourd'hui de charges par le président de la République, je le dis avec conviction quand je suis dans un meeting avec les bénévoles de ma famille politique, et je le dis avec exactement la même conviction et la même ardeur quand je suis face à vous. Je veux bien que vous compreniez une chose, je ne cherche pas à vous plaire. Je ne cherche pas à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est très à la mode en ce moment. Vous savez, en général, ces derniers temps, les hommes politiques disent qu'ils ne veulent pas plaire aux journalistes. C'est tout à fait dans l'air du temps, il n'y a pas de problème. Eh bien, que là-dessus, ce soit bien au clair. Les journalistes ne veulent pas plaire non plus aux hommes politiques. Eh bien, comme ça, la chose est parfaitement simple entre nous. Voilà. Ça ne m'empêche pas de vous apprécier. Non. Mais que ce soit bien clair. Ce n'est pas ça l'intérêt. Il n'y a aucun double discours chez moi, et c'est précisément ce qui m'est reproché parfois. C'est d'avoir une parole un peu trop claire. Et un peu trop net. Alors, je vais vous poser des questions claires. Est-ce que si vous êtes élu président des Républicains, vous exclurez le président du mouvement Le Sens Commun, qui a à peu près fait des offres de travail avec Marion Maréchal Le Pen? Sur ce propre plateau, Madame Routel-Krief, je vous ai dit les choses en disant que Sens Commun ne pourrait pas rester à l'intérieur de la famille des Républicains. Oui, mais aujourd'hui, Maël de Calan, qui est votre adversaire, demande son exclusion en disant « Vous avez exclu les constructifs, les Thierry Solaire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, etc. Pourquoi vous n'excluez pas les autres qui sont aussi, finalement, peut-être divergents de la ligne du parti ?» Tout simplement parce qu'il y a une petite différence. C'est que les autres ont totalement corrigé tous leurs propos. Ils ont dit qu'ils avaient commis une erreur. Ils ont fait un communiqué de presse en rappelant que pour eux, il était hors de question d'avoir la moindre alliance avec le Front National. Si je suis responsable de notre famille et de la droite, il n'y aura jamais d'alliance avec des élus issus du Front National. Et toute personne qui s'écartera de cette ligne ne pourra pas rester. Pour répondre donc clairement à votre question, si le président de Sens Commun redisait à nouveau
que pour lui l'avenir est une alliance avec le Front National, il n'aurait plus sa place à l'intérieur des Républicains. C'est pour moi d'une très grande netteté. Et j'ai toujours été très clair là-dessus. Emmanuel Macron n'aime pas la France. Il est hanté par une haine de la province. Il y a un désert de l'âme. Vous savez que Éric Woerth, qui vous soutient, ça sont des propos que vous avez tenus dans le journal du dimanche auprès d'Anna Cabana, ma consoeur. Éric Woerth qui vous soutient, ou Virginie Calmels qui vous soutient, pudiquement, ils disent... C'est pas comme ça qu'on s'exprimerait. Ils vous ont trouvé quand même très violent sur le plan personnel, comme s'il fallait que vous haussiez le ton pour être audible et que vous vous attaquiez finalement à la personne d'Emmanuel Macron plutôt qu'à sa politique, parce que c'est plus compliqué. Je vais vous répondre sur le fond et puis je répondrai sur la politique d'Emmanuel Macron, si vous me permettez. D'abord, la première chose, je pense qu'il est temps qu'on dise à ce président de la République stop. Il est temps qu'on dise à ce président de la République qui s'aime tant qu'il ne peut pas à ce point-là mépriser les Français. Quel comportement a-t-il eu? Quand par exemple dans la Creuse, il a des gens qui viennent le voir pour défendre leur outil de travail, pas pour faire une manifestation, pour défendre leur outil de travail, et qu'il leur dit « Vous êtes des fainéants, et vous n'avez qu'à prendre un travail dans une usine qui est à 2 heures de route de l'endroit où il était. » Vous racontez une autre histoire. Il a dit, au lieu de foutre le bordel, il devrait aller travailler ailleurs. C'est pas la même histoire. Est-ce qu'il n'a pas parlé des fainéants? Non, ça c'était avant, depuis Athènes. Madame Routel-Krief, non, mais... je vais aller jusqu'au bout, puisque vous m'interrogez. La façon dont il a parlé des retraités, en expliquant que chez les retraités, il n'y avait pas de pauvres, et que c'était donc légitime quand on avait une retraite... On a parlé des caricatures tout à l'heure, de Charlie Hebdo, pardon. Mais est-ce que vous n'êtes pas obligé... Vraiment, est-ce que vous n'allez pas dans la caricature? Parce que peut-être les faits eux-mêmes sont parfois suffisants. Hein. Je vais juste vous dire ce que je pense. C'est que je trouve chez lui beaucoup de mépris pour les Français. Je trouve parfois dans certains commentaires beaucoup d'indulgence. Et je pense que c'est le devoir aussi. Je pense que c'est le devoir de l'opposition de dire à un moment clairement, un président doit respecter les Français. Je ne sens pas chez lui cette sympathie pour les Français. Et d'ailleurs, est-ce que je suis le seul? Non. Les Français ressentent exactement cela. Quand ils disent, oui, pardon, sur le pouvoir d'achat, on sent qu'ils nous aiment pas. On sent que ce président ne nous comprend pas. Les classes moyennes expriment clairement ce sentiment qu'au fond, elles ne sont pas estimées par le président de la République. Et je pense qu'il faut lui dire, ça suffit. Vous avez beaucoup insulté les Français à répétition, en parlant de fainéants, en parlant d'illettrés, en parlant d'alcooliques. Ça suffit. Parfois, et puis après, parfois, il y a des électeurs de droite, de votre famille politique, qui disent, tiens, mais il dit à haute voix des choses qu'on pense, et après tout, il fait ce qu'il faut. Et il fait ce que nous, on n'a pas fait. Alors, apparemment, dans les ateliers de la refondation... Je vais répondre sur le fond, si vous me permettez. Des républicains qui sont d'accord avec certaines choses de la politique d'Emmanuel Macron, mais qui veulent rester dans le parti, les républicains. Et ceux-là, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Enfin, qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça que c'est important que je puisse l'expliquer. Qu'Emmanuel Macron fasse mieux que François Hollande aux yeux d'une partie des électeurs de droite. Mais c'est une évidence. Vous me reconnaîtrez d'ailleurs que la barre n'est pas totalement infranchissable. Et que la figure de référence de François Hollande n'est pas pour moi une très grande figure de référence. Mais je ne veux pas pour autant qu'on tombe dans une illusion. La politique portée par Emmanuel Macron n'est pas une politique de droite. Et il y a besoin face à lui de restaurer une parole de droite. Je vais vous donner 3 exemples. Parce que j'aime bien cette espèce de piège. Un seul, on est contingenté maintenant. Oui. Ben, je vais aller très simple. 1, pas de lutte contre le gaspillage de l'argent public. 2, matraquage fiscal sur les classes moyennes. 3, aucune lucidité sur les sujets régaliens. Et donc, il est temps aussi qu'on dise les choses simplement. Non, Emmanuel Macron ne fait pas ce que nous aurions voulu faire. Non, quand on assomme les classes moyennes et les retraités, on ne mène pas une politique de droite. Et non, on n'est pas supposé s'aveugler. Et il y a une place en France pour une opposition sereine, mais très déterminée. J'ai une caractéristique qui peut être très étroite finalement, qui peut être sur certaines points. Parlons d'économie, parce que vous avez fait des propositions dans les Échos assez larges. Oui. Mais ce qui m'a frappé, c'est que vous, qui êtes le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui voulait son développement, vous ou vos proches, par exemple Guillaume Pelletier, qui est à vos côtés dans la bataille, vous dénoncez le culte du veau d'or, du libre-échange. Vous dénoncez la suppression de l'ISF, alors que votre famille politique vous l'avez dénoncé dans un premier temps. Ah si, non, mais vous avez changé d'avis. Au début, vous avez dénoncé la suppression de l'ISF. Vous me permettez de vous répondre? Oui. Si je peux dire quelque chose? On a l'impression que sur le plan économique, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Si je ne suis pas contingenté dans mes réponses, je vais essayer de vous répondre très simplement.
Je suis pour qu'on aide ceux qui réussissent en France. Je suis pour que ceux qui entreprennent soient reconnus. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il n'y ait pas des impôts confiscatoires qui fassent que quand on a réussi, on soit condamné à quitter la France. Mais j'ajoute quelque chose. Je demande que quand on fasse ça, on fasse aussi attention aux classes moyennes. Je demande que quand on fasse ça, on ait aussi des mesures pour les classes moyennes qui travaillent aussi. Par exemple, qu'est-ce que vous feriez ? Par exemple, qu'il n'y ait aucun geste sur l'impôt sur le revenu me choque. Que dans le même temps, le message envoyé aux classes moyennes soit « on fait l'ISF mais on ne fait pas l'impôt sur le revenu », ça me choque. Et c'est le discours que j'ai toujours eu. Ce qui me gêne, c'est quand Emmanuel Macron dit « en France, il y a ceux qui réussissent et les autres sont les Français qui ne sont rien ». Eh bien moi, avec la droite, ce que nous voulons porter, c'est la France qui travaille. Pas cette opposition entre les deux France. Pas ce discours où, au fond, soit vous réussissez dans la mondialisation, soit vous êtes condamné à être parmi les losers. Moi, je défends la France qui travaille. C'est la France de province, qui est aussi méprisée par Emmanuel Macron. C'est celle de nos petites PME, de nos entreprises, qui ont aussi leur sens. Et c'est celle en même temps de nos start-up et de nos grands groupes. Ce que je n'aime pas dans ce président, c'est qu'il oppose les uns aux autres. Il oppose les retraités et la jeune génération. Il oppose ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et je pense qu'il y a un autre chemin, c'est ce que nous voulons incarner, c'est au fond, la France pour réussir ne doit pas se renier. Merci. Elle doit défendre ses valeurs. C'est ça la voie de la droite. Et croyez-moi, je suis bien déterminé à la faire entendre. Donc, vous auriez pu la faire entendre dans un débat télévisé. Vous êtes toujours invité à le faire. J'ai toujours plaisir à venir débattre avec vous. Merci. Non. Je vous répondais à mes questions. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est le 20h Paul, 20h politique avec Alain Marchal.